Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Une décision qui suscite beaucoup de réactions en RDC. Le gouverneur de Kinshasa a ordonné la suspension de la campagne électorale dans la capitale pour raison de sécurité. Une décision rejetée par l'UDPS. Par voie de conséquence, nous la rejetons tout simplement et nous disons... Du côté de Madagascar, le suspense reste intact. Les Malgaches étaient aux urnes ce mercredi pour élire leur président. Nous ferons le point dans cette édition. Élection également, mais cette fois au Togo, où le décor se plante sur fond de tensions pour les législatives prévues demain. Bonsoir. C'est une décision qui fait grincer les dents. La campagne électorale dans la ville de Kinshasa est suspendue. André Kibunta, gouverneur de la capitale de la République démocratique du Congo, en a pris la décision évoquant des raisons de sécurité. Plusieurs incidents et des violences ont en effet émaillé cette campagne depuis son lancement. Martin Fayoulou, candidat d'opposition, a d'ailleurs été le premier à subir cette décision. Lui qui devait tenir une réunion publique à Kinshasa ce mercredi. Des centaines de ses partisans qui tentaient de venir à sa rencontre en provenance de Kinshasa ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène tirés par des policiers. Notons que l'interdiction vise tous les candidats à la présidence de la République, souligne le communiqué des autorités de Kinshasa. C'est l'exception. Les candidats peuvent encore répondre aux médias sur des questions liées à leur campagne. Le communiqué du gouverneur de Kinshasa, de Kinshasa précise cependant pas la durée d'application de la mesure. Une mesure rejetée par l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, s'exprimant au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabound, a déclaré qu'il maintiendrait le calendrier électoral qui permet aux candidats de faire campagne jusqu'à vendredi 21 décembre à minuit. Je vous propose de l'écouter. Le calendrier électoral prévoit que la campagne électorale s'arrête le 21 décembre 2018 à minuit. Et on ne peut pas comprendre qu'un individu, gouverneur soit-il, viole cette décision qui garantit tout le monde et s'emploie à les dire à haute et intelligible voix. Nous considérons cette décision comme une décision qui viole intentionnellement les lois antérieures et que par voie de conséquence, nous la rejetons tout simplement et nous disons à notre peuple que nous ne pouvons pas nous soumettre à une loi qui viole non seulement les principes déjà établis, mais qui viole aussi les droits et libertés des candidats. Allons à Kinshasa retrouver Abdourahmane Dia, notre envoyé spécial sur place. Abdourahmane Dia, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Alors, on vient d'écouter là la réaction de l'UDPS. De manière générale, comment cette décision du gouverneur de Kinshasa est accueillie sur place? En tout cas, pour ce qui est des partisans de Martin Fayoulou, c'était la déception quand on était là-bas il y a à peu près 1h30. Nous étions justement là-bas quand on a appris la décision, on s'est dirigé là-bas, puisqu'on a eu des informations que malgré l'interdiction du rassemblement, des partisans de Fayoulou étaient en train de célébrer. Ils étaient certes déçus, mais voulaient continuer à faire la fête. Donc on est allé, on a rencontré des partisans qui étaient enthousiastes, certes déçus, mais enthousiastes. Et certains me disaient même qu'ils étaient prêts à rester là-bas jusqu'à 20h, attendre leur champion. Donc c'est après notre départ que la police a en fait dispersé la foule, mais il y avait quand même des milliers de personnes. D'autres, on nous a dit, d'autres étaient déjà partis parce qu'ils ont attendu pendant des heures, mais certains étaient déterminés. Donc, jugeant de cela, on peut dire que c'était la déception, mais
malheureusement, ils tenaient à ce dernier meeting et ce dernier communion avec leur leader. Alors, mais la décision du gouverneur de Kinshasa n'est-elle pas en violation, n'est-ce pas, du code électoral congolais? N'étant pas un spécialiste du code électoral congolais, je ne pourrais pas trop m'avancer, mais je crois que l'UDPS l'a dit que c'est une violation. Effectivement, la campagne se termine en principe le 21. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui peuvent faire qu'une autorité peut décider de suspendre? Peut-être que c'est une question à creuser. Mais en tout cas, beaucoup sont suspicieux, ils ont des suspicions sur cette décision. Quand vous parlez à d'autres, ils expliquent que peut-être que les autorités ont des bonnes raisons de suspendre. Mais donc c'est une question qui divise un peu. Abdourahmane Dia, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa, merci d'avoir été avec nous. À 4 jours des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, les observateurs de différentes organisations locales préparent l'envoi de milliers d'observateurs sur le terrain. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, annonce le déploiement de 40 000 personnes à travers le pays. De son côté, la synergie des missions d'observation citoyenne, CIMOCEL, annonce un déploiement massif d'observateurs ainsi que la mise en place d'une Situation Room pour suivre le déroulement du scrutin. Je vous propose un extrait de l'entretien réalisé avec Luc Loutala, chargé de communication de la CIMOCEL. Il est au micro d'Abdourahmane Dia, notre envoyé spécial à Kinshasa. Pour l'ensemble du pays, la CIMOCEL va déployer 22 000 observateurs de court terme le jour des scrutins, donc le dimanche. On peut dire déjà à cette proportion que la relation avec la CENI est assez bonne et que, bon, voilà, c'est pas toujours le beau fixe, mais je crois que la CENI reçoit à chaque fois nos recommandations et il y a une collaboration qui est établie entre la CIMOCEL et la CENI. Vous savez, déployer une mission de cette taille, c'est un défi logistique déjà assez immense. Il y a des problèmes des communications, il y a des problèmes de déplacement des observateurs pour les formations. Et donc, si vous savez que les gens doivent parfois se déplacer pendant 3 jours pour aller suivre une formation, ce qui fait que la stratégie de la CIMOCEL, en fait, sur ce côté, a été d'engager des observateurs qui sont locaux et qui sont implantés sur leur propre territoire. Restons en RDC et une tranche de la population qui aura un rôle crucial à jouer dans cette élection, les jeunes. Des statistiques démontrent que les 2 tiers de la population du pays ont moins de 25 ans. L'élection de dimanche sera la première au cours de laquelle les jeunes de 18 à 25 ans auront la chance de voter. Le pays n'ayant pas organisé d'élection générale depuis décembre 2011. Quelles sont leurs attentes et vont-ils se présenter dans les urnes le 23 décembre? Élément de réponse dans ce récit de Blanche Sano. Jenny est stagiaire dans une chaîne de télévision privée de Kinshasa. À 19 ans, elle ne connaît qu'un seul président, Joseph Kabila, qui se retire. Un fait qu'elle accueille avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ma première fois d'avoir une carte d'électeur. Alors, j'aimerais voir ce que ça fait de voter d'abord. J'aimerais voir ce que ça fait de changer de président, changer de régime. Caprice, 21 ans, rêve de lancer un jour sa propre marque de vêtements Queen Style. Pour l'instant, elle mène sa vie quotidienne sans trop d'attente par rapport à ces élections. Pour moi, que le président Kabila quitte le pouvoir ou qu'il reste, ou quel président qui va remplacer, ça m'inspire en tout cas rien. À Goma, dans l'est du pays, la campagne électorale bat son plein. Avec son vélo artisanal, Jackson ne gagne qu'1 ou 2 $ par livraison. Juste le minimum pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses 3 enfants. Son principal espoir est la paix dans sa ville. Il faut que les rebelles quittent la forêt et arrêtent les tueries. C'est ce que nous attendons du mandat d'un nouveau président. Pour les jeunes Congolais, l'accès au marché du travail est une priorité absolue. Beaucoup veulent également être mieux représentés par leurs dirigeants. Selon des analystes, le bon déroulement des élections du 23 décembre serait un bon début pour renforcer l'espoir et promouvoir la prospérité pour ces jeunes. Élection toujours, mais cette fois au Togo où la tension reste perceptible.
notamment à Lomé, la capitale, où les rues étaient bondées d'hommes en tenue ce mercredi. Les Togolais votent en effet demain pour élire leurs parlementaires. 91 au total. Ce scrutin met un terme à un processus électoral très contesté par la plus importante coalition de l'opposition dans le pays. Différentes couches de la société ont demandé le report de ces législatives. À la veille de ce scrutin, allons donc à Lomé au Togo pour faire le point avec Kayi Laosson, notre correspondante sur place. Kayi Laosson, bonsoir. Bonsoir, Dan. On le soulignait tantôt, les Togolais sont appelés aux urnes demain. Que peut-on dire sur les enjeux de ce scrutin? Le premier enjeu qu'on peut dire aussi sera le taux de participation, puisque la principale coalition a appelé au boycott. Mais également, il y a certaines organisations de la société civile qui ont demandé aux Togolais de ne pas se déplacer demain pour aller voter, de terrer chez eux. L'autre enjeu, on peut le dire, c'est la présidentielle de 2020 qui se joue actuellement, puisque c'est le Parlement qui sera élu demain qui va opérer les réformes tant exigées depuis 2006. Et dans la mouture actuelle de la Constitution qui se trouve au niveau du Parlement, si cette mouture devait être adoptée, le président actuel pourra être candidat pour un 4e mandat en 2020 et éventuellement un 5e mandat en 2025. Donc le parti au pouvoir veut aller à ces élections pour gagner, avoir la majorité des 4/5e pour pouvoir opérer dans la sérénité ces réformes. Et qu'est-ce qu'on peut retenir, Kayi, de la campagne électorale pour ces législatives? On peut dire que la campagne électorale elle a débuté le 4 décembre, mais les tout premiers jours de cette campagne ont été sous tension. Des candidats ont été refoulés dans certains milieux, mais les 8 et 11 décembre, la répression des manifestations interdites de la coalition des 14 partis de l'opposition a engendré des morts d'hommes à Lomé et à Sokone, dans le centre du pays. À part ces incidents, le reste de la campagne électorale s'est déroulé normalement dans le calme, quoique dans une ambiance assez morose. Aujourd'hui, en conférence de presse, le ministre de la Sécurité, Yak Dambad, a fait savoir qu'il y a eu 1900 meetings sur tout l'étendue du territoire pendant ces 15 jours de campagne. Et il a relevé également que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le siège de la commission électorale locale indépendante dans le Moyen Mono a été victime d'un incendie qui n'est pas d'origine criminelle. Merci Kayi Laosson, correspondante dans DVO Afrique à Lomé au Togo. Autre lieu, autre élection. Qui de Marc Ravalomanane ou de Ange Rajouel présidera aux destinées de Madagascar au cours des 5 prochaines années? Nous le saurons dans les jours à venir. Les Malgaches ont en effet voté ce mercredi lors d'un second tour entre ces deux rivaux qui ont attendu des années pour se retrouver face à face. Les deux anciens présidents qui ont rempli leur devoir citoyen dans la capitale Antananarivo ont toutefois promis de tourner la page du passé. Ils ont tous deux déclaré qu'ils accepteraient le résultat des urnes. Arzuma Compaoré. Les candidats qui ont tous les deux voté mercredi matin ont terminé premier et deuxième lors des élections préliminaires de novembre. Ravalomanane et Rajouel avaient été interdits de vote lors du scrutin de 2013 dans le cadre d'un accord visant à mettre un terme aux crises récurrentes qui secouent Madagascar depuis son indépendance en 1960. Environ 45% des 10 millions d'électeurs inscrits se sont abstenus lors du premier tour, mais chaque candidat reste déterminé à remporter ce face-à-ce. J'espère que nous allons changer ce pays, c'est sûr. Je suis confident de faire le changement et avec la participation de toute la population malgache, j'espère qu'on va changer le Madagascar et on va aller à la base. Je pense que le peuple malgache tranchera une bonne fois pour toutes celui qui dirigera le pays. Lors du premier tour, Rajouel a remporté 39% du vote contre 35% pour Ravalomanane. Les deux camps ont alors affirmé avoir été victimes de fraude. Pour Christian Preda, président de la commission de surveillance de l'Union européenne à Madagascar, ce deuxième tour se déroule dans un climat plutôt positif. Qu'ils attendent un petit peu les calculs faits par la commission électorale nationale indépendante et la proclamation des résultats par la haute cour.
il faut s'abstenir de mobiliser la rue, ça ne résout jamais rien. Le président sortant, Her Rajao Narimampian, a quant à lui été éliminé au premier tour après avoir récolté seulement 9% des voix. Les analystes préviennent qu'un rejet du résultat de ce deuxième tour par l'un des candidats ou une généralisation des allégations de fraude pourrait raviver l'instabilité dans le pays. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie. Si vous avez la nostalgie des contes, restez avec nous. Nous vous amènerons au Kenya où les conteurs africains se sont donné rendez-vous. Et dans notre série Nous, Congolais, relative aux élections en RDC, nous suivrons ce soir la vie d'une restauratrice qui a du mal à joindre les deux bouts. En sport, Manchester United tient son nouvel entraîneur. Ole Gunnar Solskjaer a été nommé à la tête des Red Devils jusqu'à la fin de la saison. Près de la moitié de la population congolaise est catholique et pour cette raison, Noël a toujours été l'occasion de célébrer. Mais cette année, cette période se tiendra 2 jours après l'élection présidentielle. La campagne électorale et son lot de tensions semblent donc avoir ralenti les achats et les préparatifs. C'est le constat de notre envoyé spécial sur place, Abdourahmane Dia. Ce temps grisâtre qui annonce la pluie n'empêche pas les populations de vaquer tranquillement à leurs occupations ici dans la Gombe, envahies par des affiches de campagne. Et pourtant, à quelques jours de Noël, les commerçants essaient d'attirer les clients alors que l'attention est plutôt tournée vers ce scrutin du 23 décembre. C'est un peu difficile parce que c'est le chute de 40%. Donc, c'est-à-dire, l'année passée, c'était les ventes bien. Maintenant, cette année, c'est le chute, donc il n'y a pas beaucoup de ventes. Et justement, la situation politique est un sujet de préoccupation au marché central de Kinshasa. Ici, on veut envoyer un message fort aux politiques. Ces affaires de politique, nous ne faisons pas de politique. Notre métier, c'est de vendre, chercher de l'argent et nous nourrir. Que les politiciens nous laissent. Nous voulons que ces pays se développent et que nos enfants mangent bien. Nous voulons fêter alors qu'on nous évite une guerre. Nous refusons la guerre. Cette jeune mère de famille, Pamela, nous l'avons trouvée chez elle au quartier de Matongé. Fêter Noël n'est pas sa priorité. On dit que le 23, avec ces élections, il y aura du désordre. On n'a rien comme argent. S'il y a du désordre, ce sera très pénible. Je cherche à stocker ma nourriture, mais je n'ai pas d'argent. Le gouvernement promet un scrutin paisible et sécurisé. Ces commerçants et consommateurs espèrent une fin de campagne et un scrutin plutôt apaisé. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa. Et nous restons en RDC. Il suit de près l'actualité dans le pays. Il la présente à sa manière, c'est-à-dire en caricature. Lui, c'est Cash Tembo, l'un des rares caricaturistes congolais devenu célèbre grâce à ses dessins. Des dessins qui paraissent dans plusieurs médias quinois, aussi bien dans la presse écrite qu'en ligne. Patrick Abega est allé à sa rencontre à Kinshasa. Voici son reportage.
Cash Tembo, 28 ans d'expérience dans la caricature des presses. Ses dessins sont très appréciés par les lecteurs du journal Les Potentiels, ces quotidiens de Kinshasa pour lesquels il travaille. Ses représentations décrivent la scène politique de son pays. Aujourd'hui, ses dessins font ressortir l'image d'un processus électoral controversé, un processus dont il redoute l'issue. On ne sait pas ce qui va se passer si ces élections ne se tenaient pas. Et quand bien même si elles se tenaient, il y a des indices qui montrent qu'elles ne sont pas très bien préparées, puisque déjà il y a ces suspicions qui ne rassurent pas. Pour certains, bien que loufoque et amusant, ces dessins sont moqueurs. Mais pour lui, c'est une forme d'expression, une façon de déchiffrer les messages des politiques au profit des simples citoyens. Travaillant pour un journal proche de l'opposition, il affirme exercer soigneusement son droit, ce qui lui épargne toute menace. Jusque-là, je ne suis pas menacé, Dieu merci, pourvu que ça dure. Je ne me moque pas, puisque je me dis c'est mon droit, j'exerce ma liberté d'expression. La campagne électorale est en cours. Papier et feutre à main, Cash Tembo dessine tout. Les électeurs se trouvent devant une opposition divisée et une mouvance au pouvoir dubitative. Et comment ces caricaturistes dessinent-ils les prochaines élections comparées à celles de 2006 et 2011 ? Et les élections passées, je les ai dessinées avec autant de ferveur que celle-ci. Je dirais que des fois c'est compliqué, des fois j'y arrive. Les Congolais voteront le 23 décembre prochain. La CENI rassure, mais Cash Tembo attend de voir son pessimisme écarté par des élections réussies. Et nous voici en sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, le suspense est terminé du côté de Manchester United. L'équipe a son nouvel entraîneur. Bonsoir amis sportifs et bonsoir à vous également John. Vous le disiez déjà dans les titres, Manchester United tient son nouvel entraîneur. L'ancien attaquant vedette de Manu Ole Gunnar Solskjaer a été nommé entraîneur des Red Devils jusqu'à la fin de la saison. Il remplace ainsi José Mourinho, licencié hier. Mourinho qui a rappelé aujourd'hui qu'il a un avenir dans le football sans Manchester United et inversement. Le Norvégien de 45 ans a joué 66 matchs et marqué 126 buts sous le maillot mancunien entre 1996 et 2007, ce qui lui avait valu le surnom, on se rappelle encore, d'assassin au visage d'enfant. Il avait pris la direction de l'équipe réserve de Manchester United en 2008 avant d'entraîner le club norvégien du FC Molde à partir de 2010. Et Solskjaer, bien sûr, qui sera secondé par l'ancien entraîneur adjoint de Sir Alex Ferguson, Mike Phelan, et l'ancien aussi entraîneur adjoint aussi de José Mourinho, et Michael Carrick aussi qui est de la maison. On va juste rappeler que Solskjaer, bien sûr, entrera dans le vif du sujet dès ce samedi à l'occasion, bien sûr, d'un match de la Premier League contre Cardiff, un club qu'il avait déjà entraîné de janvier à septembre 2014. Et puis, sur le continent, le TP Mazembe termine la phase allée de son championnat invaincu. Le club de Lubumbashi a dominé AS Dragon 3-0 lors du match de la 14e journée disputée hier. Les Louchois confortent ainsi leur leadership dans ce championnat congolais, bien sûr. Mazembe termine la phase allée avec 14 victoires, s'il vous plaît, un seul match nul au compteur pour un total de 43 points, ce qui naturellement assure aux hommes de Pamphile Miayo de virer sûrement, bien sûr, à coup sûr, en tête à partir à mi-parcours, on va le dire. Une bonne chose avant un déplacement délicat en Zambie, samedi, en 16e de finale de la Ligue des Champions. Et ça sera contre Zesco United. On va juste rappeler qu'à l'aller, eh bien, les joueurs de Lubumbashi l'avaient emporté chez eux 1-0 et donc une courte victoire à consolider dès ce samedi. En Tunisie, eh bien, Roger Lemaire revient aux affaires, toujours dans son ancien club à l'Étoile sportive du Sahel, au micro de la radio nationale. Kaïs Anchou, porte-parole du club de Sousse, a annoncé qu'un accord a été trouvé avec le technicien français âgé de 77 ans. L'ancien sélectionneur de la Tunisie s'apprête à retrouver un club qu'il connaît très bien, un club aussi qui est bien parti pour se qualifier en phase de groupe de la Coupe CAF. Mais déjà, dans le championnat, il faut rappeler que l'Étoile sportive du Sahel est en difficulté, où il occupe une décevante 6e place avec un seul match nul et 4 défaites en 5 matchs.
Roger Lemaire avait déjà entraîné cette équipe de l'Étoile sportive du Sahel lors de la saison 2013-2014. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Peut-être Yacouba, vous ne partez pas. Est-ce que vous avez les dernières nouvelles sur qui organisera la CAN 2019? Non, John, c'est toujours le suspense. Ça va se jouer, bien sûr, dans un match assez serré, on va le dire, entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Mais côté, bien sûr, chance des deux côtés, on va dire que l'Afrique du Sud, pas favorite, sur papier en tout cas, dans la mesure où, on se rappelle encore, elle a organisé la Coupe du Monde 2010 et donc elle a les infrastructures nécessaires pour accueillir n'importe quelle compétition. L'Afrique du Sud aussi, on va le rappeler, qui avait sauvé la CAN en 2013 lorsque la Libye s'est désistée à la dernière minute, bien sûr, pour ce que vous savez, ce qui se passait dans ce pays, notamment l'insécurité et les conflits politiques. Merci. John, eh bien, la réponse, on l'aura le 9 janvier à Dakar. Merci, Yacouba Ouedraogo. Direction à présent Nairobi, au Kenya, où des conteurs de toute l'Afrique se sont réunis pour redonner vie à des contes et des fables ancestrales. Ces histoires revisitées abordent des problèmes des temps modernes tels que la cupidité, la guerre ou encore le matérialisme. Salwa Jafari nous en dit plus. Tegli, the elder, the one old man who had been spared. Pourquoi les poules ne volent-elles pas? Quand est-ce que la lune a décidé d'être plus aimable? Des mystères résolus, en tout cas pour les heureux spectateurs qui ont assisté au Festival des contes réimaginés de Nairobi. Des dizaines de conteurs se sont relayés sur scène pour donner leur propre version de contes et de fables d'autrefois, des perles du folklore africain qui ont perdu de leur éclat. Les contes nous connectent à nos souvenirs, à nos ancêtres et nous guident. Ils nous apprennent comment vivre, comment être de bonnes personnes, comment interagir avec les autres, comment interagir avec l'environnement. Les contes nous guident, ce sont nos racines. À l'ère des smartphones et de Netflix, où les gens sont de plus en plus consommateurs passifs de divertissement, l'art se perd progressivement, la tradition orale surtout. Tout en faisant un clin d'œil aux géants de la culture africaine tels que Thomas Sankara, Fela Kuti, ces contes traitent de problèmes propres à la société africaine, comme la corruption, la cupidité ou encore la guerre. J'ai commencé cette aventure il y a environ 3 ans et je me suis rendue dans plusieurs petits villages à la recherche de contes folkloriques d'Afrique de l'Est. Presque partout où je suis allée, les gens ne se souvenaient plus de leurs propres histoires et de la génération qui racontait ces histoires dans les années 80. Il était donc très important pour moi de trouver un moyen de préserver non seulement les histoires, mais surtout la culture de la narration orale. Et pour répondre à la question « Pourquoi le coq ne vole-t-il pas ?», eh bien parce qu'il a dilapidé toutes ses richesses quand il était roi du ciel. Quand les autres oiseaux ont découvert ses méfaits, il a été banni des airs pour devenir la nourriture préférée des hommes. Et parlons d'Elon Musk qui présente le premier tunnel de The Boring Company. L'attention était particulièrement grande lorsqu'il a présenté sa nouvelle réalisation dans la région de Los Angeles, et ce, même si le concept actuel diverge entre fortement d'objectifs final. Le tunnel proprement dit fait 1,83 km de longueur et 3,7 mètres de large. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à ceux qui l'ont préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.